Merci à nouveau d'être avec nous ce matin. On a eu la chance d'avoir une multitude d'experts et de partenaires qui sont allés autour de la table pour parler des différents enjeux qui entourent la santé durable. Comme on disait, on a fait une inversion pour faire en sorte en fait, qu'on arrive à combiner tous les anciens échanges avec potentiellement la taxation, boissons sucrées et tabac. Là, on va aller dans un monde qui est complètement différent, mais qui est quand même très, très, très relié à la thématique de la santé durable. On va parler davantage en fait du milieu de la fondation, de la philanthropie et également en fait de l'investissement. Pour ce faire, j'ai la chance d'être en compagnie de Karel Méran, qui est président directeur général de la Fondation du Grand Montréal, mais qui est également président du conseil d'administration du parc Jean Drapeau. Karel, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Oui, merci de m'avoir invité. Il y a énormément de choses. Alors, je sais que tu n'as pas pu malheureusement assister à l'ensemble des échanges de ce matin. On a eu la chance de parler avec Mme Castonguay, plus particulièrement de la transformation du système de santé, et puis plus particulièrement par rapport à la gouvernance. En collaboration avec Dr Arruda, on a eu la possibilité de parler davantage de l'impact de l'interdisciplinaire ou l'interministériel pour faire en sorte que la santé se retrouve partout dans l'ensemble des politiques publiques, d'une certaine manière. De votre côté, depuis plusieurs années, vous avez à cœur le développement et la santé durable. Comment ça se traduit au niveau de la Fondation du Grand Montréal? La Fondation du Grand Montréal, d'abord, juste pour situer les gens, c'est une fondation communautaire. Donc, on est un peu comme une petite caisse de dépôt de la philanthropie. On gère 700 quelques fonds philanthropiques avec des actifs là, sous gestion qui dépassent 400 millions de dollars. Mm-hmm. Et donc, on couvre tous les objectifs du développement durable des Nations unies, mais à l'échelle d'un territoire qui est celui du Grand Montréal. Donc, une grande partie de notre travail, en fait, si on veut, pour résumer notre mission, on essaie d'engager les gens à utiliser la philanthropie comme moyen d'assurer le mieux-être sur l'ensemble des objectifs de développement durable. Donc, quand je suis arrivé à la Fondation du Grand Montréal, auparavant, j'étais dans un organisme environnemental. La première chose que j'ai fait, c'est vraiment de regarder au plan du développement durable, est-ce que notre fondation, elle est, comment elle se déploie sur un certain nombre d'enjeux, pas seulement sociaux, mais aussi environnementaux. Et donc, très rapidement, on s'est donné 2 fonds de subvention, un sur l'équité sociale et un sur la transition écologique. Avec, dans notre planification stratégique, on a décidé aussi de venir mettre la question de la diversité et de l'inclusion comme transversale à tout ça. Donc, si on fait 3 cercles, là, nous, nos 3 cercles, c'est pas environnement, économie, société, c'est diversité, inclusion, environnement et équité sociale, donc lutter contre les inégalités. On essaie d'avancer dans une approche où on essaie de venir jouer sur les enjeux systémiques plutôt que simplement distribuer des subventions. C'est extrêmement ambitieux parce qu'on n'a pas énormément de moyens. Là, on distribue à peu près 24 millions de subventions annuellement, mais ces subventions-là sont beaucoup distribuées par les organismes qui ont des fonds chez nous. D'accord. Et donc, ce sont leurs fonds philanthropiques à eux. Mais on a à peu près 1 million à 1,5 million de subventions qu'on peut utiliser nous-mêmes. Donc, qu'on appelle sans restriction ou sur lequel on peut développer des programmes. Et c'est avec ce million et demi de dollars-là qu'on essaie, nous, de venir avec d'autres, peut-être faire bouger des choses. Là. Puis, on a aussi la question de nos placements. Comment on utilise nos placements, comment on fait nos investissements en fonction de nos valeurs et notre mission d'organisation. Donc, vraiment, toute la question de la santé durable ou du développement durable, on essaie de l'intégrer dans tout ce qu'on fait. Et pour ça, de passer d'une approche traditionnelle qui était on signe des chèques, on donne des subventions, puis on a fini notre travail, à une approche qui est beaucoup plus axée sur là où on veut intervenir pour vraiment provoquer ou contribuer à des changements systémiques. Et on voit vraiment un élan de la part du milieu des fondations, du milieu du secteur philanthropique sur la compréhension en fait de l'investissement et de l'impact de cet investissement-là dernièrement. Et puis pour le citer un exemple, la Banque Scotia, par exemple, a fait son assemblée générale des membres. La Fondation Trottier était présente en tant qu'actionnaire et a fait valoir justement qu'il y avait le nombre d'investissements qui avait doublé. On parlait en fait de 30 milliards d'investissements qui étaient en relation avec des produits pétroliers particulièrement. C'est grâce à une fondation justement qui s'est intéressée sur cet investissement-là qui va faire changer les choses. Donc, on sait qu'au niveau du Canada, et puis je pense que c'était en vous lisant que j'avais appris cette information-là, on a 90 milliards en actifs. Comment on fait pour gérer ces 90 milliards-là plus équitablement, plus durablement
Oh oui, tout à fait. Bien, en ce moment, il y a un débat qui fait. Bien, il y a plusieurs débats qui font rage en philanthropie. Le modèle traditionnel de philanthropie, c'était j'ai 100 % d'actifs, puis à chaque année, je distribue le minimum qui est 3,5 %. Et donc, avec mon actif, ce que j'essaie de faire, c'est de placer pour avoir le maximum de rendement pour toujours faire grossir mon actif pour que si le 100 % grossit, bien, le 3,5 % va grossir aussi. Mm-hmm. Il y a des gens qui disent non, ça ne devrait pas être 3,5, ça devrait être 4, ça devrait être 5, ça devrait être 6. Mais en réalité, que ce soit 3,5 ou 7 %, c'est encore très peu. Qu'est-ce qu'on fait avec le 95 %? Oui. Et pour moi, c'est inconcevable de penser qu'avec la main gauche, on investit sans aucune valeur, sans aucun objectif lié au développement durable. Puis avec les mains droites, on distribue des subventions pour améliorer la communauté. Qu'est-ce qui me dit qu'avec ma main gauche, je ne suis pas en train de faire travailler des enfants, produire des mines antipersonnelles, contribuer au réchauffement climatique, toutes ces choses-là? Donc, le principe pour moi qui était fondamental, j'étais nouveau en philanthropie, quand je regarde ça avec mon œil néophyte, c'est il faut absolument que 100 % de l'actif travaille à la cause. Mm-hmm. Et donc, c'est là qu'on est allé. C'est vraiment de faire en sorte d'abord qu'on se fixe des objectifs non financiers pour nos objectifs d'investissement, comme par exemple respecter les droits autochtones, réduire notre empreinte carbone, assurer la diversité et l'inclusion dans les compagnies dans lesquelles on est investi, des choses comme ça. Donc, on a fait ça. Et d'autre part, ajouter le volet investissement d'impact, c'est-à-dire des investissements qu'on peut utiliser presque comme des subventions, c'est-à-dire qu'au lieu de placer de l'argent sur les marchés, on place l'argent directement dans des projets qui vont avoir un impact social important. Et donc, ça, pour nous, ça a été un changement important. Puis, je réalise que j'ai oublié dans la question précédente de partager une information vraiment que je trouve très, très importante. C'est que du côté, nous, de la réflexion sur comment on va articuler nos trois blocs, qui sont la transition écologique, l'équité sociale et la diversité et l'inclusion, ça, sur quoi on veut travailler, puis on discute en ce moment avec la Ville de Montréal, la Direction de la santé publique, puis d'autres partenaires, c'est regarder les inégalités territoriales sur un territoire comme Montréal. C'est-à-dire, où est-ce que les inégalités sociales, environnementales et celles liées à la diversité et l'inclusion se superposent dans des lieux précis, et de quelle façon est-ce qu'on peut travailler sur l'aménagement urbain et travailler plus précisément sur les populations qui vivent dans ces lieux-là pour venir volontairement, de façon très, très claire, atténuer cette superposition-là d'inégalités. Alors, habituellement, on a tendance à regarder le social d'un côté, l'environnemental de l'autre. Là, on essaie vraiment de voir comment on peut coupler ça. Donc, c'est une des approches qu'on veut développer dans les prochaines années et je pense qu'il va nous amener très, très proche des notions de santé durable. Puis, en plus, ça peut être reproduit dans d'autres villes. Ça qui est très intéressant aussi. Cette réflexion-là, elle existe ailleurs dans le monde, aux États-Unis, entre autres, où c'est beaucoup plus criant parce qu'aux États-Unis, il y a des codes postaux, littéralement, qui ont été ségrégés depuis longtemps. Et donc, c'est criant là-bas. C'est moins pire ici. Ça ne veut pas dire que c'est inexistant là. Pour revenir sur la deuxième question, et puis cet actif de 90 milliards, et puis c'est vraiment intéressant de le voir comme ça, parce que les gens critiquent souvent en fait l'investissement, et puis comme vous dites, est-ce que c'est 3,5 %, est-ce que c'est 5 %? Mais il y a un 75 milliards, 80 milliards qui dort à côté, qui potentiellement est en train de détruire l'investissement qu'on est en train de faire sur le terrain. Ah oui. Donc, de réfléchir là-dessus. Est-ce qu'il y a une mobilisation justement du milieu philanthropique? De plus en plus, les fondations se questionnent. OK? Mais en philanthropie, les gens qui viennent vers... je vais vous parler d'abord... Il y a une chose qu'on fait avec la Fondation Trottier et la Fondation McConnell et plusieurs autres fondations au Canada qui s'appelle le grand championnat ESG. ESG, c'est Environnement, Société, Gouvernance. Donc, c'est l'acronyme qui décrit tout le secteur de l'investissement responsable ou l'investissement durable. Et dans le ESG, vous en doutez bien, là, il y a beaucoup d'éco-blanchiment, puis il y a du greenwashing, social washing, tous les washing possibles. Et donc, c'est difficile pour les investisseurs de s'y retrouver. Et là, la Fondation Trottier a eu l'idée de lancer ce grand championnat-là où, ensemble, toutes les fondations, on a mis 90 millions donc de nos actifs. Puis on a dit, voici, on donne des mandats d'investissement et on lance un appel pour faire ressortir les meilleurs, puis un jury qui va juger de c'est quoi les meilleures propositions qu'on a reçues. Et c'est une façon pour nous de faire ressortir les meilleurs gestionnaires au Canada. Et donc, de cette façon-là, d'influencer le marché.
Mais de manière générale, je dirais qu'en philanthropie, un des enjeux qu'on a, bon, il y a des grandes fondations qui ont commencé à faire des changements. Les fonds de dotation universitaire ont commencé à faire, on a vu McGill récemment à l'Université de Montréal. Ça a été là, moi j'ai remis mon diplôme à l'Université McGill en 2016, je crois. Un jeune diplômé alors. Pour protester, oui, c'est ça, pour protester contre le fait que l'université refusait de sortir des énergies fossiles. Et donc, j'ai fait ça à l'époque et là, McGill a fait des grands pas depuis ce temps-là. Donc, les fonds de dotation universitaire, sous la pression des étudiants, des professeurs, beaucoup, ont des exigences éthiques très élevées. Certaines fondations privées, comme les Trottiers, tout ça, ont fait des efforts, mais il y a beaucoup de fondations qui sont encore dans un schéma où c'est le placement, c'est le risque-rendement uniquement, puis on ne regarde pas le côté climat ou d'autres enjeux. Et c'est problématique, je pense, parce que le secteur philanthropique doit, je pense, aller chercher un niveau éthique encore plus important que les autres secteurs. Et souvent, des donateurs nous approchent, puis ils nous approchent. Ça, c'est intéressant parce que nous, on s'est mis de l'avant très, très clairement en disant, si vous venez de la Fondation du Grand Montréal, non seulement vous allez faire de la philanthropie, mais en plus, votre dollar qui est placé dans un fonds de dotation ou un fonds philanthropique, il va avoir un impact supplémentaire du fait de la manière dont on l'investit. Donc, si vous voulez investir vos fonds philanthropiques selon vos valeurs, venez chez nous. Et moi, ce qui m'a vraiment étonné puis réjoui, c'est d'abord les gens qui étaient déjà chez nous, qui étaient habitués à l'ancienne façon d'investir, ils sont restés. Ils n'ont pas eu, ça ne les a pas, personne n'a fait, on ne croit pas à ça. Donc, ils nous ont suivis là-dedans. Puis c'est quand même 700 fonds, donc c'est une réponse vraiment géniale. D'autre part, ce que ça fait, c'est que des gens qui pensaient philanthropie, mais qui voulaient investir selon leurs valeurs, sont venus chez nous. Et donc, nous, ça nous attire des donateurs, des gens en philanthropie qui se disent, c'est pas uniquement placer de l'argent sur les marchés, chercher le maximum de rendement, le minimum de frais, c'est le 100% de mon investissement. Ouais. Je veux qu'ils travaillent vers ma mission philanthropique, en plus de distribuer des subventions. Puis jusqu'à maintenant, on l'a fait avec les mêmes rendements qu'on aurait autrement. Mais à la fin, les rendements, vous savez, ça fluctue. Puis il y a des années, on va être un petit peu en dessous de l'indice, des années, on va être au-dessus de l'indice, puis ça dépend toujours. Mais à la fin, on se suit quand même, puis on réussit à avoir des excellents rendements. Mais la plus-value du dollar philanthropique qui est investi sur les marchés avec le développement durable en tête, moi, je pense que c'est la clé et qu'on a la chance maintenant d'attirer des donateurs chez nous qui pensent comme ça. Là où je trouve que c'est très intéressant la conversation et puis la vision que vous avez de votre côté, c'est que vous êtes un gestionnaire de différents fonds et c'est ça qui vous a amené à concevoir peut-être différemment la gestion de ces fonds-là. C'est certain que quand on est une personne qui a sa propre fortune, qui décide de créer une fondation et d'affecter en fait un fonds à cette fondation-là, on est un peu le seul actionnaire d'une certaine manière. Donc, il y a peut-être moins de contrôle. Il y a des personnes qui vont être là pour gérer les actifs de manière générale, mais peut-être pas dans une vision de ESG, peut-être pas dans une vision… Ça dépend toujours des valeurs et de la personnalité. Exactement, c'est très, très personnalisé. Donc, nous, on a des gens comme ça qui sont des philanthropes, des individus qui ont choisi de venir chez nous plutôt que de créer leur propre fondation. Parce que chez nous, ça prend quelques jours ou même quelques heures créer un fonds philanthropique, alors que créer une fondation, c'est toute une infrastructure à entretenir. C'est des styles de gestion différents, tout ça, mais il reste qu'il y en a des fondations familiales qui sont très, très, très progressistes, puis d'autres qui le sont moins. Ce qui est particulier souvent, c'est quand il y a un transfert générationnel, donc des fondateurs vers une génération plus jeune. Le plus jeune, là, disons que je suis large, là, c'est exactement. Souvent, la notion environnementale vient s'intégrer, la notion du climat vient s'intégrer rapidement et donc, on voit le changement s'opérer. Et on le voit, là, hier soir, Montréal est devenu maintenant le siège d'une agence, l'ISSB. Je me souviens plus ça tient pourquoi. Oui, j'ai vu ça hier. C'est un organe de standardisation justement au plan des investissements durables. Et on avait un souper hier soir et il y avait des gens de fondation, des gens du milieu financier. Ce qui est fascinant, c'est de voir que ce qui était absolument radical et impensable il y a 5, 6 ou 7 ans,
maintenant fait partie du core business de gens comme la Caisse de dépôt, le Mouvement Desjardins ou d'autres, des grands fonds d'investissement. Alors, c'est pareil en philanthropie. Exact. C'est-à-dire que la culture est en train de changer très rapidement, les exigences aussi. Et nous, ce qu'on essaie, dans le fond, c'est d'amener, de rendre ça simple pour des gens qui veulent pas nécessairement consacrer tout le temps à développer toute une politique d'investissement responsable, puis je vous en passe un papier que c'est compliqué, c'est vraiment complexe à mettre en œuvre. Puis là, nous, on a la chance maintenant, avec 400 millions d'actifs, de pouvoir le faire avec de l'expertise, parce qu'on a vraiment des experts en investissement, des bénévoles là, qui sont sur notre comité de placement, qui viennent nous aider à mettre ça en œuvre, et après ça, n'importe qui veut venir créer un fonds chez nous, même à 10 000 là, ça commence peut avoir accès à un fonds qui est diversifié comme ça, puis pas avoir besoin d'arriver dans une banque, et puis de poser la question, puis de se faire vendre un produit, puis de se faire vendre un autre produit, puis pas être capable de se démêler, parce que j'ai aussi des REER, là, puis au plan personnel, tout est complémentaire. Hein. Et puis, on l'a vu justement avec Déborah Debat, plus particulièrement, qui est conseillère justement en investissement, qu'on appelle responsable de son côté, qui disait d'y aller vraiment vers ses valeurs, mais que c'était l'un des nombreux outils. Il y a l'achat responsable aussi. Puis Laure Varidel en parle énormément. Il y a justement, en fait, si on a un fonds qui est un peu plus important, de le placer justement dans une fondation et puis de faire en sorte justement qu'on arrive à revérifier ces choses-là. Moi, ce que j'aime beaucoup dans l'évolution qui est en train d'arriver et qui est quand même très rapide, on va se le dire, parce que on l'a vu avec la Fondation Trottier, il y a des choses très, très fortes qui sortent justement, et puis les positions justement de Claire Trottier par rapport à la taxation des riches montrent en fait justement les oppositions ou alors les personnes qui sont dans des milieux de richesse et qui se disent on a besoin de contribuer davantage. Ce qui me perturbe parfois, c'est qu'on a été en période de pandémie avec des personnes qui ont perdu leur emploi, perdu leur logement parfois, perdu des conditions de pauvreté qui se sont aggravées. Mais à côté de ça, en fait, il y a plusieurs fondations qui ont eu des rendements exceptionnels. Comment on arrive à le concevoir et puis comment on arrive à le concilier? C'est davantage ça. Mais c'est ça. Puis c'est parce que dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé là? On est tombé en pandémie. Puis les gouvernements ont abaissé les taux d'intérêt à presque rien. Puis ils ont pompé de l'argent dans le système, incluant auprès des individus. C'est ce qui a fait que les gens ont commencé, ils ne pouvaient plus aller au restaurant puis voyager, ils ont acheté des maisons, ça fait augmenter le prix des maisons. Mais dans les milieux financiers, cet argent-là a été placé puis a contribué à obtenir des plus grands rendements. Et donc, c'est comme la pandémie, étrangement, a créé une bulle parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de capitaux, beaucoup de liquidités. Et effectivement, il y a eu des très, très grands rendements. Et ça pose une question c'est comment est-ce qu'on redistribue la richesse. La philanthropie a été un peu pointée du doigt, à raison, parce que c'est un lieu de richesse puis c'est un lieu de pouvoir. On ne peut pas accumuler indéfiniment. Puis la question toujours, c'est est-ce qu'on dépense $1 aujourd'hui ou est-ce qu'on dépense $1 dans 50 ans? Donc, en matière de changement climatique, le dollar dépensé aujourd'hui a beaucoup plus de valeur que le dollar dépensé dans 50 ans. Au plan social, tu veux t'assurer qu'il en reste dans 50 ans pour être capable encore de subvenir aux besoins. Donc, tous ces dilemmes-là sont importants, mais le dilemme fondamental auquel tu référais au départ, qui est celui de la redistribution de la richesse, la philanthropie n'est pas un moyen de redistribution de la richesse. La philanthropie, c'est un moyen d'utiliser du capital accumulé pour subvenir à des besoins au milieu des organismes de bienfaisance. Donc, c'est un moyen de financer des choses, mais la façon de redistribuer la richesse, puis je ne sais pas si tu as lu le livre de Thomas Piketty sur l'histoire des inégalités, l'économiste français, dans le fond, c'est les politiques fiscales puis l'éducation. Puis entre autres, les politiques fiscales, puis là, c'est là peut-être où il y a quelque chose les politiques fiscales qui portent spécifiquement sur les héritages. Parce que la richesse s'accumule et elle se transfère d'une génération à l'autre. Et éventuellement, les écarts de richesse augmentent. Puis la question, c'est pas qu'il faut arrêter les héritages, pas de ça du tout, mais si on veut vraiment s'attarder aux écarts de richesse, puis on sait que les écarts de richesse font partie des problématiques à la base des enjeux de santé globale, de santé, à ce moment-là, je pense que ça prend des politiques publiques, des politiques fiscales qui disent on va prioriser les mesures redistributrices et l'éducation, qui sont les deux
façons éprouvées dans l'histoire qui ont mené à la réduction des écarts de richesse. Et puis, justement, hein, ça amène à cette question qui est la question épineuse. Hein. J'aime beaucoup ce que vous dites sur le fait que le rôle des fondations, ce n'est pas un rôle de remplacement, c'est un rôle de soutien. Oui, exact. Le fait aussi, en fait, que l'argent, le dollar d'aujourd'hui a plus de valeur que le dollar de demain, mais il a également moins de dollars que les 10 dernières années, que les 50 dernières années. Donc, il y a une question, en fait, à se poser. Comment ça se fait qu'on n'ait pas réglé auparavant, et puis là, on parle de prévention hein, de manière générale, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas prévenu certaines inéquités ou certaines problématiques avec les dollars d'avant qui représentaient moins d'argent? Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'essaye pas de donner un gros coup pour éviter en fait de payer plus cher demain? C'est pas une question simple. Spécifiquement sur la question du climat, je pourrais te faire une conférence d'1 heure spécifiquement là-dessus, sur comme la désinformation, le rôle de la désinformation, le rôle des lobbies, tout ça. Mais de manière générale, pourquoi on n'est pas allé plus vers la prévention dans notre société sur plein d'enjeux et pourquoi on se retrouve là où on est aujourd'hui? C'est certain qu'on a vécu dans les 40 dernières années avec des valeurs très, très campées. Puis là, je dis ça, c'est comme sans aucune pensée idéologique de ma part, mais le néolibéralisme ou l'idéologie du libéralisme économique qui voulait qu'en libéralisant l'économie, on allait créer de la richesse, ça a percolé partout dans notre société. Et ça fait en sorte que, ça a produit de la richesse. Mais la question de la distribution de la richesse, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été posée. Et donc, c'en est une. Puis la question de comment est-ce qu'on mesure le bien-être d'une société, est-ce que c'est uniquement par le PIB ou par l'emploi? Parce que pendant longtemps, on a dit aux gens, ça prend de la croissance économique, ça prend de l'emploi. Là, aujourd'hui, on sait qu'au plan écologique, si on poursuit la croissance économique, ça prend de l'emploi. On prédit en ce moment que l'économie mondiale va être multipliée par 2,5. Donc, tout ce qu'on a en ce moment là, dans le monde, là, on multiplie encore par 2,5 d'ici 2050. Puis moi, je pose la question quand je donne des conférences, qui ici croit encore qu'on peut multiplier tout ce qu'on a par 2,5 dans la même planète? Il n'y a plus personne qui y croit, mais on fait comme si. Alors on a l'enjeu de la croissance qui est problématique, puis on a l'enjeu, on a beaucoup lié la qualité de vie à l'emploi. Mais là, en ce moment, on a des gens au Canada et aux États-Unis qui sont des working poor, c'est-à-dire des gens qui travaillent plein temps et plus, et qui sont sous le seuil de la pauvreté. Donc, à la fin, la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on mesure le progrès d'une société? Puis nous, à la Fondation du Grand Montréal, on a financé le projet des indicateurs de bien-être du Québec qui sont sortis avec le G15+, qui sont sortis en janvier et qui prennent 50 indicateurs. C'est quand même beaucoup, 50 indicateurs, mais pour regarder au plan environnemental, social et économique, est-ce qu'on est capable de prendre les signes vitaux du Québec et voir est-ce que notre santé globale s'améliore ou non? Et on s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'on ne mesure même pas. On n'a aucune idée du capital écologique du Québec. Est-ce qu'il s'appauvrit ou est-ce qu'il augmente? Alors qu'on est capable de mesurer, des capitaux économiques dans le détail, dans chaque région, dans chaque municipalité. Alors, on dit souvent en anglais « what gets measured gets done ». Puis là, dans ce cas-ci, depuis longtemps, on ne se soucie que de la croissance du PIB puis de l'emploi. Aujourd'hui, on arrive un petit peu dans un cul-de-sac avec ça. Je ne suis pas en train de dire que l'emploi n'est pas important. C'est un enjeu qui est très, très important, mais aujourd'hui, on est en pénurie de main-d'œuvre, donc c'est moins important que ça l'était quand j'avais 20 ans. Mais comment est-ce qu'on mesure la qualité de vie, le progrès social? Et donc, ça inclut tout un paquet de choses qu'il faut commencer à mesurer. Et je pense qu'il est là l'enjeu. Pendant très, très longtemps, on a tout subordonné à la croissance économique. Et là, il faut inverser cette équation-là pour que la croissance économique soit subordonnée ou l'économie soit subordonnée aux besoins de l'être humain. Et il y a des gens qui travaillent, tu as peut-être déjà entendu aussi de Kate Raworth, l'économiste britannique, qui travaille sur l'économie du beigne. Oui. C'est-à-dire, à l'intérieur du beigne, on a le besoin. Le trou de beigne, c'est les besoins fondamentaux qui ne sont pas remplis. Puis à l'extérieur du beigne, on se trouve on a dépassé les limites de la planète. Donc, on a une bande, on pourrait appeler ça un lifesaver ou une bouée de sauvetage. Donc, dans cette bande-là, qui est un cercle,
où là, on est capable de répondre aux besoins fondamentaux sans dépasser les capacités de notre planète de nous fournir des ressources. C'est dans un modèle économique comme ça qu'on devrait aller. Puis c'est particulier parce que la représentation volontairement qui a été choisie, c'est celle d'un cercle, plutôt qu'une ligne qui pointe vers l'infini comme Buzz Lightyear, tu sais, vers l'infini et plus loin encore. Parce qu'en réalité, vers l'infini et plus loin encore, ça ne se peut pas l'infini dans un monde qui est fini. Complètement. Et donc, on est là. Je pense qu'on vit dans une période qui est très, très excitante parce qu'on vit un péril imminent au plan climatique, au plan environnemental, au plan économique. On a poussé nos logiques économiques au maximum. Ils sont mis à rude épreuve par la pandémie, maintenant par la guerre en Ukraine, tout ça. Puis il y a beaucoup de gens qui se posent des questions en se disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Puis on a souvent l'impression que les règles dans le monde dans lequel on vit sont fixes, alors qu'on les a toutes inventées. J'avais un collègue à la Fondation Suzuki qui disait, les règles économiques actuelles, ils ont été écrites en 2 semaines à la conférence de Bretton Woods au New Hampshire en 1945. Alors, tu sais, ça a tout été créé. Je pense qu'en ce moment, la difficulté principale qu'on a, c'est de ne pas prendre la situation dans laquelle on est comme une fatalité, mais de se dire on est capable de créer le monde dans lequel on va vivre. Et ça, peut-être, moi, je vais terminer là-dessus. C'est une des plus belles choses que David Suzuki m'a dites. L'être humain, c'est le seul animal qui a la capacité de prévoir l'avenir. Et donc, c'est le seul animal qui est capable de créer, de changer l'avenir. Là, on va changer de chemin pour éviter de se faire attaquer par un tigre à dents de sable ou des choses comme ça. Donc, on a toujours eu cette capacité-là de créer. Et si on regarde autour de nous, tout ce qu'on a autour de nous a été créé, a été imaginé, a été construit, a été fait par le génie humain. Donc, il ne faut pas juste construire des avions, il faut construire nos modèles économiques, nos modèles sociaux, nos modèles de santé de la même façon. C'est un gros programme avec. Mais j'essaie encore de le faire avec 24 millions de subventions par année. C'est marrant parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont des budgets un peu plus élevés que les vôtres, mais qui essaient de faire la même chose à différents niveaux. Donc, ça vaudrait peut-être la peine qu'on ait des conversations un peu plus communes. C'est fou à quel point, en fait, c'est des lieux inexplorés où des personnes, la population qui comprend très peu, en fait, le rôle des fondations ou alors même l'impact des fondations d'une certaine manière, parce que vous êtes derrière les associations, vous êtes derrière les organisations. Ah oui, vous avez un rôle qui est quand même essentiel. Les fondations, traditionnellement, étaient très peu présentes sur le terrain. Il y a beaucoup de fondations qui ne souhaitaient pas prendre la parole publiquement, puis en plus, qui ne veulent pas ouvrir la fenêtre trop grande parce qu'ils reçoivent des centaines de demandes par année. Oui. Donc, ils restent un petit peu refermés sur elles-mêmes, à tort ou à raison, mais il reste que en ce moment, on voit, je pense que les trottiers, pour ne pas les nommer, puis parce que je fais plein de mauvais coups avec eux, les trottiers sont une très, très belle illustration d'une fondation d'un nouveau genre où vraiment, là, on a des gens qui prennent la parole, qui font des propositions, qui sont vraiment dans une démarche de toujours secouer les colonnes du temple. Je les admire beaucoup, puis ils ne sont pas seuls. Ils sont pas seuls. Mais en philanthropie, dans les milliers de fondations qui existent, c'est encore l'exception. Ouais. On espère, en fait, justement, que les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui comprendront en fait que ça doit devenir la règle et non l'exception. Karel, on a dépassé un peu notre temps. Moi, sincèrement, on pourrait passer l'après-midi pour parler de ces choses-là parce que, encore une fois, on parle de 90 milliards, on ne parle pas de 5 $. Et puis, on parle de fonds qui sont quand même restreints chez vous, alors qu'ils pourraient devenir beaucoup plus grands, surtout en connaissant en fait la capacité que vous avez à analyser les besoins des personnes, mais aussi à répondre à des besoins environnementaux en même temps. Ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment. Là. Jusqu'à maintenant, là, c'était une personne qui voulait faire quelque chose et puis on arrivait à cette chose-là et puis on faisait fructifier en fait un montant. Là, on est dans une dynamique qui est différente. Et puis, c'est une dynamique sociétale et puis c'est la dynamique de laquelle on a parlé ce matin. Normalement, je devrais faire un mot de la fin, mais moi, ce que j'ai trouvé un peu le dénominateur commun de toute la matinée, c'est la donnée. Puis c'est ça qui nous manque beaucoup, la donnée. Alors, la donnée pour collaborer davantage, la donnée pour découvrir l'impact, la donnée pour savoir comment on va utiliser telle chose ou telle chose pour améliorer un quartier, améliorer en fait la condition de vie d'une population. Ça, c'est quelque chose qui va être, à mon avis, très, très important au cours des semaines, des mois à venir. Et puis, on espère que ça va aller vite
à ce niveau-ci. Je reviendrai sur ce que disait Carole Jabé, là, c'est une urgence de notre côté. Ce matin, et puis on termine là-dessus, merci à nouveau Karen d'être avec nous aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a eu la possibilité de réunir une multitude de personnes de différents niveaux, de différentes organisations. Puis j'aimerais ça en fait qu'on continue la conversation, mais que des personnes qui n'ont pas été présentes ce matin, pour une multitude de raisons, arrivent à lever la main et dire qu'on veut travailler ensemble en fait pour cet avenir-là. Karel, justement, tu es président du Parc Jean Drapeau, du conseil d'administration du Parc Jean Drapeau. On s'implique justement pour que le Parc Jean Drapeau ait un plan d'expansion en relation avec le territoire, mais le développement durable plus particulièrement, qui soit important. Il faut qu'il y ait des acteurs qui s'impliquent dans une conversation comme celle-ci. Il faut qu'il y ait des acteurs qui s'impliquent dans la santé publique, dans la santé durable de la population, dans les déterminants de la santé. Il faut qu'il y ait plus d'acteurs qui portent justement cet insigne-là, ce rond qui ressemble un peu à avec. Mais on en a justement là, donc on pourra vous en donner. Il faut qu'on soit plusieurs. Donc, ça sera peut-être le mot de la fin de mon côté, de vous inviter en fait à lever la main, à commencer en fait à contribuer à cette conversation, ou même si vous arrivez avec d'autres arguments, ça va nous faire plaisir de les entendre. J'aimerais vous inviter également à regarder, soit pour la première fois, soit à nouveau, les différentes capsules vidéo qui ont été faites jusqu'à maintenant. On a parlé d'investissement responsable, on en parle justement lors de ces capsules. On parle d'achat durable aussi, on parle d'économie verte, des thématiques qui sont d'actualité et qui sont essentielles aujourd'hui. Et on va vous remercier à nouveau d'être avec nous ce matin, d'avoir été avec nous ce matin. Merci également à toute l'équipe de la SPQ qui a rendu ça possible. Merci aux différents panélistes qui ont été présents avec nous. Et on va vous souhaiter une excellente fin de journée et une excellente journée mondiale de la santé également. Merci beaucoup.